Bonjour à tous, mon nom est Clémence et vous êtes à l'écoute du balado de Ça marche doc. Nous sommes un organisme dont la mission est d'inciter au verdissement urbain et à la mobilité durable pour protéger la santé physique et mentale de la population, lutter contre les changements climatiques et ainsi diminuer les coûts en santé. Ce printemps, nous vous offrons une série de balados portant sur différents sujets ayant un lien avec la santé, l'aménagement et l'environnement. Cette semaine, afin de célébrer l'atteinte de notre objectif de 3000 km marchés par la communauté Ça marche doc, un défi que nous vous avions lancé le 30 janvier dernier, nous vous présentons un épisode de style best-of des discussions de nos spécialistes depuis le début. Nous vous offrons aussi, comme à l'habitude, 2 courtes chroniques faites par moi-même et Isabelle Vaillancourt, directrice de Ça marche doc. C'est ça, il faut que chacun finalement trouve sa stratégie qui va fonctionner puis de modifier pour garder son mode de vie actif. Avant, ce qu'on voyait beaucoup, c'était l'excuse de « j'ai pas le temps ». Puis il y a des bons côtés quand même au confinement. Le télétravail fait en sorte que les gens qui perdaient 40-45 minutes assis dans leur voiture matin et soir, c'est 1 heure et demie qu'ils ont récupéré dans leur journée, là. Donc là, les gens ont plus de temps. Malheureusement, ce qu'on voit pour l'instant, c'est pas une tendance à plus de pratiques d'activité physique. Donc, ce qu'il faut, c'est justement trouver une stratégie qui permettrait finalement de motiver les gens ou bien de vaincre l'inertie qui s'est installée. Puis il faut exactement l'insérer. Les gens qui travaillaient 8 heures par jour, qui perdaient facilement 1 heure de transport, il y en a qui sont très, très efficaces en télétravail. Ils vont faire leurs 8 heures en 6 heures. Puis en plus, ils ne voyagent pas. Fait qu'ils viennent de gagner 2 heures d'ouvrage puis 1 heure de transport. Faites-moi pas croire qu'en 3 heures, vous n'êtes pas capable de sortir une demi-heure. Ben oui, mais j'ai toutes les raisons du monde. Hier, vous avez dit demain. Fait qu'arrêtez là. C'est là que ça se passe. Fait que cassez la routine, insérez-la, obligez-vous à le faire parce qu'on ne le fera pas pour vous autres. Puis si vous ne le faites pas, ben vous allez vous ramasser en jaquette les fesses salariales d'urgence. C'est pas compliqué, là. L'aménagement du territoire, en fait, est un déterminant essentiel et très important pour la santé parce qu'il nous offre des options sur comment vivre d'une certaine façon et certains choix qui ne sont pas des choix finalement. On peut penser, par exemple, à l'option de transport en commun, mais aussi on peut penser aux arbres, aux parcs urbains qui sont dans nos environnements. D'une perspective très santé, on s'intéresse beaucoup aussi, par exemple, aux environnements qui créent des îlots de chaleur ou des environnements qui créent des îlots de fraîcheur et ça vient influencer la santé qui est déterminé beaucoup par l'environnement, beaucoup plus que par les soins de santé en tant que tels. Donc, c'est certain que l'aménagement et l'environnement qui nous entoure est primordial pour notre santé. Oui, si je peux me permettre de rajouter là-dessus, moi, ce que je vois, c'est le lien entre finalement l'aménagement du territoire, le transport, donc la façon dont les choix de mobilité que les gens vont faire, ça va du choix de posséder une voiture, par exemple, mais aussi du choix du mode de transport qu'on utilise pour ses déplacements quotidiens. Et donc, quand on a des environnements qui favorisent, par exemple, l'utilisation de l'automobile, généralement, ces environnements-là défavorisent l'utilisation des modes de transport actifs, la marche, le vélo, et aussi l'utilisation du transport collectif. Et ce que la recherche démontre assez clairement, c'est que tous les modes de transport, à l'exception de l'auto, amènent beaucoup de bénéfices sur la santé, notamment à travers l'activité physique, mais aussi à travers la réduction des conséquences aussi. L'automobile, à moins qu'elle soit électrique, est responsable de beaucoup de conséquences sur la santé humaine. Toutes les caractéristiques de l'environnement qui viennent favoriser les transports actifs et collectifs permettent à davantage de gens de se déplacer autrement qu'en automobile, et ça a beaucoup d'avantages. Je vais vous donner juste une couple de données. Il y a une grande étude qui a été faite avec Santé Canada, Environnement Canada, l'Agence spatiale canadienne, où on mesurait les taux de pollution les plus élevés au Canada, parce que ce n'est pas la situation de New Delhi et de Pékin, on va laisser leurs problèmes, mais chez nous. C'est vraiment la proximité des autoroutes et la proximité des grosses usines fossiles que se trouve le plus haut taux de polluants et se trouve un taux de mortalité qui monte de 25% à proximité. Ils occupent ces lieux-là, ils vont prendre des marches, ils vont faire de la raquette, ils vont faire du ski de fond quand ils le peuvent, mais surtout, ils se rendent là, ça a des nombreux bénéfices. Il y a une diminution du stress, notamment, une diminution des épisodes d'anxieux. Les gens qui ont des troubles dépressifs ressentent de grands bénéfices à se promener en forêt. Moi, je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire avec le Japon qui a inclus dans ses politiques de santé publique la relation avec la nature. Bon, le nom dont je me souviens plus. Shinrin-yoku. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça a été adopté en 1983 par le ministère de la Santé du Japon. Ça fait déjà
plusieurs années. C'est ça. C'est très intéressant de s'intéresser, de voir qu'est-ce que d'autres ont fait. Ça fait plusieurs années, puis ça fait peut-être des millénaires qu'ils ont compris que ça faisait du bien de se promener en nature. Les effets positifs de l'exercice pratiqué à l'extérieur, peut-être même, peut être encore un petit peu plus important que lorsque c'est pratiqué à l'intérieur. Puis ça, c'est même prouvé, là, tout ce qui est activité physique extérieure. On parle de la marche, on parle du vélo, on parle à l'hiver là, de la raquette, du ski de fond, les activités même qui sont accessibles en ce moment. Donc, on en profite quand c'est pratiqué dans des espaces verts à l'extérieur, dans des parcs, des sentiers, sur le bord d'une rivière, peu importe, en forêt. Les bénéfices sont vraiment très, très importants et même accentués là, par le fait d'être à l'extérieur. Effectivement, on parle de l'effet bénéfique de l'exercice sur la santé mentale. Il y a aussi l'effet bénéfique de la nature sur la santé mentale. Fait qu'effectivement, juste des fois, le fait de se retrouver dans la nature peut diminuer là, les niveaux d'anxiété, amener un bien-être. Fait que c'est comme un 2 pour 1, dans le fond, de faire de l'exercice dans la nature. Ça nous mène à avoir les effets bénéfiques des deux ensemble. Donc, ça peut valoir la peine. Mais si on peut, de sortir un petit peu en dehors de la ville, effectivement, la nature, on n'est pas obligé d'aller dans la forêt, là, juste d'aller dans un parc, même si c'est dans le milieu de la ville, de se retrouver un petit brin de nature alentour d'arbres, là, ça peut faire un effet encore plus positif. C'est intéressant comment des détails ou des micro-changements peuvent aussi avoir un impact intéressant en termes de faciliter l'interaction sociale. On peut penser à l'aménagement des parcs, la présence de bancs. Ça paraît banal, mais le banc, là, une personne aînée, en sachant qu'il y a un parc pas loin, puis il y a des bancs, ben s'il n'y a pas de banc, peut-être qu'il n'y aura pas parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'asseoir, se reposer. Donc, en termes d'activité physique, de capacité de sortir, ça le favorise d'avoir un banc. Puis, il ne faut pas oublier qu'un banc, en soi, ça permet les interactions sociales ou ça rend propice parce qu'il y a d'autres mondes qui vont peut-être s'asseoir sur le banc. Mais évidemment, on ne prend pas en contexte de pandémie, mais le jour où on en sera sorti, juste seulement la présence de bancs peut faciliter la mobilité, l'activité physique et les interactions sociales. Évidemment, il y a un impact positif sur la santé physique des enfants parce que c'est un enseignement actif. Donc, prendre de l'air frais, vivre la nordicité aussi, ça c'est important, sortir même l'hiver. Donc, bouger plus longtemps, plus librement, bien là, on vient diminuer les effets de la sédentarité, le déficit nature aussi. C'est important de parler de ça. Ça a été prouvé que les enfants vivent un déficit nature. Donc, quand on sort de façon régulière, bien, on vient diminuer cet effet-là. Bien, il y a la santé psychologique aussi des enfants. Donc, c'est prouvé que les enfants vont se détendre parce qu'ils se sentent plus libres dans la nature. Tous les bruits, toute l'ambiance de la nature autour de nous, ça va avoir un effet positif. Les enfants vont aussi être en action, ils vont se sentir utiles, ils vont développer de la curiosité. Quand on parle de littératie physique, dans le fond, c'est un concept qui vise à éduquer par rapport à l'activité physique, puis comment on peut l'amener dans le quotidien pour que l'enfant, une fois devenu adulte, puisse garder cette habitude de vie-là dans son mode de vie pour sa santé. Puis, on le sait que, tu sais, quand on développe des compétences de spécialisation trop jeunes dans l'enfance, bien, c'est pas nécessairement bénéfique. Mais quand on va y aller par des activités diversifiées qui vont permettre, dans le fond, de développer des compétences de base comme de grimper, de développer son sens d'équilibre, la coordination, d'attraper, de lancer des choses. Donc, tout le développement de ces activités-là, dans le fond, qui se font de façon motrice, bien, ça va avoir un impact sur le développement de l'enfant, sur ses capacités d'apprentissage aussi. Puis souvent, bien, ça va augmenter le sentiment de compétence. Si je pense, par exemple, à un enfant qui, en classe extérieure, peut grimper, courir, sauter, bien, c'est certain que lui va se sentir valorisé, il va être en mesure, dans le fond, d'intégrer ça. Puis, c'est certain que ça peut amener, dans le fond, un enfant à bouger davantage, à être plus disponible par la suite pour les apprentissages aussi. Donc, moi, de ce côté-là, je pense qu'il peut y avoir un impact là, probablement à long terme parce qu'on l'incite à bouger. Puis on le sait que chez les enfants, bien, en fait, on ne devrait pas les sédentariser comme on le voit actuellement dans nos écoles où ils sont assis plusieurs heures par jour à ne pas bouger. C'est contre-intuitif, c'est contre le développement même de l'enfant. Donc, je pense que d'intégrer ça, bien, au contraire, on va lutter contre la sédentarité puis on va les inviter à se mobiliser davantage. Fait que je pense que oui, ça fait du sens que ce serait vraiment une possibilité d'instaurer des bonnes habitudes de vie à long terme. Là. Je pense que de mon point de vue, là, ça ferait du sens.
qu'on n'a pas un ministère de la Santé puis qu'on a un ministère de la Maladie, puis que dans la vie, tu peux avoir des résultats ou des excuses, mais jamais les deux. Exactement. Donc, moi, je crois à la prévention beaucoup plus qu'au curatif. Donc, la prévention donne des gains incroyables qui fait en sorte que tu peux éliminer bien des problèmes à la base par des comportements qui fait en sorte que tu auras toujours besoin de te faire soigner un jour, mais le plus tard possible. Donc, le corps, je dis toujours aux gens, votre corps, c'est votre véhicule d'expression. Il va toujours bien vous servir. Il va vous servir à voyager, à travailler, à avoir des enfants, à avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Mais tu dois t'en occuper. C'est ta responsabilité. Puis vu qu'on n'a pas habitué les gens à ça, on a dit, quand tu seras malade, on a un super système de santé qui va guérir. Quand tes enfants iront à l'école, on va s'occuper de leur éducation. Donc, on a désengagé les gens avec leurs responsabilités. Et aujourd'hui, on se ramasse que c'est l'État-providence qui s'occupe de tout. Et là, maintenant, on se rend compte que ce système qu'on a voulu universel pour tous, bien là, il n'y aura plus de pérennité. Il est en très grand danger. Puis, il faut le sauver, il faut le préserver. Puis, la seule façon d'avoir un système de santé durable, Paul, là, c'est d'intégrer maintenant la prévention. Puis là, c'est écrit dans le ciel. Les îlots de chaleur aussi. C'est encore pire dans un logement si le toit est plat. Hein? Une des façons que les municipalités peuvent lutter contre ça, c'est de rendre obligatoire le remplacement par des toits blancs ou par des toits, des membranes gris pâle. Là. À Montréal, c'est déjà obligatoire dans 7 arrondissements. Quand on est rendu au 3e étage d'un triplex avec un toit noir, là, la température, s'il fait 32 dehors, à l'intérieur, après 2 jours, là, est rendu à 40, là, 42. Ça a été mesuré. Là. Alors ça, il n'y a pas grand monde qui résiste à ça. On n'est pas habitué à ça physiologiquement. Et puis, ça finit que dans toutes les études qu'on a faites depuis 10-15 ans au Québec, on montre qu'il y a à peu près 20-25% de risque accru de mourir. Les décès sont rares, mais quand même, quand on reste là, c'est pire. Avoir des troubles physiques ou mentaux, ça augmente de façon très importante, de l'ordre de 40%. On a été surpris de voir ça. Alors, c'est ce genre d'effet-là concret que ça a et que les municipalités comme vous peuvent diminuer, protéger avec des mesures de verdissement, mais aussi d'enlever un peu d'enlever l'asphalte puis du béton. C'est maintenant l'heure de découvrir un nouveau sentier de marche avec Isabelle Vaillancourt. Salut tout le monde! Cette semaine, je vous amène à nouveau sur la Rive-Sud, dans le coin de Lotbinière, plus précisément à Sainte-Croix. C'est une belle municipalité qui est située tout près du fleuve puis qui est riche en histoire puis en patrimoine. La position géographique de Sainte-Croix explique en partie la richesse de l'endroit. Dès le début de la colonie, la circulation des biens puis des personnes se fait par le fleuve. Il y a donc des marchands puis des pêcheurs qui se sont installés dans le coin. Les terres de la seigneurie de Sainte-Croix ont même été attribuées aux Ursulines puis à Marie de l'Incarnation. Aujourd'hui, la municipalité de Sainte-Croix possède un réseau de 4 sentiers pédestres. On parle de 5 km au total, puis un sentier de ski de fond pour l'hiver de 4 km qui sont situés à proximité du parc Jean-Guy Fournier. D'ailleurs, vous avez quelques parcs à Sainte-Croix qui valent vraiment le déplacement. Les différents sentiers possèdent des noms pas mal évocateurs, comme par exemple le sentier Roseland, le sentier Mésange, le Pic-Bois, le Jet bleu et la Sapinière. Donc, surprenez-vous pas de croiser quelques oiseaux au détour. Vous y retrouverez aussi toutes sortes de facilités, des parcs pour enfants, des abris de repos, tables à pique-nique, des bancs. Puis l'endroit, il est bien pourvu en stationnement et très accessible, entre autres près du terrain de balle ou de l'aréna. En terminant, je vous dis, on lâche pas, sortez, respirez l'air frais, c'est bon pour le moral, je vous le dis. Lâchez pas, bonne semaine. C'est maintenant l'heure de ma propre chronique et je continue ma série sur les marches de plusieurs heures. Aujourd'hui, je vous parle des vêtements à préparer lorsque nous partons marcher une journée complète. Il faut se souvenir que la température risque de changer au cours de la journée. Il va faire plus frais en début de journée et en fin de journée. L'important est donc de porter des vêtements que l'on peut porter en couche, ainsi qu'un sac à dos dans lequel on peut mettre les vêtements que nous n'utilisons pas. En plus de notre couche de base, on devrait donc amener un pullover ou un coton ouaté pour la chaleur et un imperméable au cas où il pleut. Il est aussi important d'avoir une bonne paire de souliers confortables. En fait, c'est probablement le vêtement le plus important. Si les souliers ne sont pas confortables ou s'ils sont neufs, on risque de finir avec des ampoules. Pour la même raison, c'est très important d'avoir une bonne paire de bas qui montent assez haut.
Vous savez de quoi que je parle, les bas qui montent à peine à la cheville et qui descendent dans notre soulier ou notre botte et on finit par avoir des ampoules derrière la cheville. Si on est au printemps ou en automne, je vous suggère fortement aussi d'apporter une paire de gants ou une petite tuque ou un bandeau. On risque de les enlever quand on marche et qu'on a plus chaud, mais en début de journée ou lorsque l'on prend une pause pour dîner, on est content de les avoir. La semaine prochaine, je vous parle des essentiels pour une petite trousse de premiers soins pour la marche. C'est déjà presque la fin de la balado-diffusion. N'oubliez pas de nous envoyer une photo, vidéo ou commentaire sur votre marche afin de participer au tirage des prix de présence. Ça fait maintenant environ 15 minutes que vous marchez, soit l'équivalent d'environ 1500 pas. Si vous marchez 15 minutes de plus, vous en serez à 3000 pas et il ne vous en restera plus que 7000 afin d'atteindre l'objectif de 10 000 pas conseillé par les médecins. N'oubliez pas d'aller faire de l'activité physique pendant le reste de la semaine, idéalement en atteignant 30 minutes d'activité physique 5 fois dans la semaine. À la semaine prochaine!